Avec cet appareil, mon père a fait des photos pendant son service militaire, vers 1958. C'était la guerre d'Algérie. Ces photos étaient rangées dans un album que j'ai souvent ouvert. Et pendant longtemps, ces images ont défilé sous mes yeux. Il avait aussi rapporté un étui, une pochette à courrier qu'il avait acheté à Tébessa. Parce que comme beaucoup de soldats, il avait une correspondante. Il disait « marraine de guerre ». Cette marraine deviendra ma mère. Au dos des photos, il s'écrivait des mots et, au fil de leur correspondance, mon inconnu que j'aime devient le fiancé, ce garçon coiffé d'un chapeau de brousse et armé. Un mois après l'autre, la guerre d'Algérie est entrée dans la vie de ma mère, comme dans celle de beaucoup de jeunes femmes. Aujourd'hui, mes parents sont morts, je ne sais pas où sont les lettres qu'ils se sont envoyées. Reste la question de cet étrange entrelacement de la guerre d'Algérie, de photographies, de sentiments, de lettres. Mon cher petit Daniel, je réponds avec joie à votre gentille lettre que je viens de recevoir. Sur votre lettre du 16, vous voilà comme moi qui attendez le courrier. Que se passe-t-il? Mon futur petit mari bien-aimé, quelques nuits et davantage encore, car il faut que j'attende le soir pour vous avez aussi votre maman. J'espère de Me tout dites mon que j'ai cœur la que chance ma petite d'avoir lettre jusqu'au dimanche viendra te de joindre en je excellente n'ai pas eu santé. la chance de recevoir une seule Ici, de je vos t'assure, lettres. je fais un quitte bon pour de vous grande dire en vous ville, disant bonsoir sûrement qu'en demain. Algérie, il doit faire aussi une grande chaleur. Votre Dany. Tout a démarré parce que j'avais un camarade qui était donc parti faire son service militaire en Algérie, et un camarade de mon village, hein, qui a correspondu un petit peu avec moi et m'a suggéré, enfin m'a demandé si j'étais d'accord pour correspondre avec un soldat qui s'ennuyait un peu. Qui était son camarade en Algérie. Et bon, bah, j'étais d'accord, j'ai répondu oui. J'ai donc commencé par envoyer une carte postale, tout simplement. C'est vous qui avez écrit la première? Du village. Ah oui, je crois. Ah oui, si, c'est moi, parce que sa sœur m'avait donné son adresse et puis je lui avais raconté que elle m'avait demandé s'il voulait que je sois sa marraine de guerre. Et vous avez accepté tout de suite? Ah oui, moi j'ai accepté tout de suite. Je connaissais personne, j'étais toute seule. Il n'y avait pas de problème. Ah oui, oui, je n'ai pas hésité de toute manière. Eh bien, disons que j'étais chez une amie. Elle avait des magazines. Et puis j'ai dit, je prends un magazine et je me suis dit, il y a Georges et Daniel pour correspondre. Moi, je lui ai dit, je vais correspondre, moi. Je vais choisir Daniel. Et pourquoi? Je sais pas, le nom m'est venu comme ça. Il y avait Georges et Daniel. Daniel, lui, Georges, il voulait s'amuser. Il pensait pas au truc sérieux. Tandis que moi, j'ai dit, je vais voir ce que ça va donner. C'est une donc, de mes amies qui travaille aussi avec moi qui un jour nous dit oh, j'ai un cousin d'Algérie, il y a plein, enfin ses camarades d'Algérie voudraient des marraines de guerre. On se dit pourquoi pas. Donc on s'est mise, on a donné notre adresse, puis on a eu les premiers courriers comme ça. J'ai eu envie de répondre pour la bonne raison, c'est que d'abord je n'avais pas d'attache. Hein, et en plus, c'est vrai que, comme je le mets dans ma lettre, c'est vrai que c'est des gens qui étaient quand même isolés là-bas, et je me suis dit, tiens, si ça peut leur apporter un peu de réconfort, je réponds. Et après, Inch'Allah, on verra ce qui se passera.
Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Vous voyez qu'elle n'est pas jeune. Hein. Elle n'est même pas propre, mais enfin, bon. Alors, c'est toutes les lettres qui ont été écrites entre 56 et 58, donc sur 2 ans. Hein. Alors, là, il y en a à peu près à 1 par jour. Sur 2 ans, ça fait à peu près 600 lettres. Pour lui et autant pour moi. C'était la guerre. On se disait toujours on va rester vieilles filles. Ils sont tous partis en Algérie. C'est vrai qu'on riait tous de tout ça, quoi. Ouais. Et vous aviez un rêve? Qu'est-ce qui vous faisait rêver? Oh, comme toutes les filles, sans doute, je suppose. C'est vieux, ça, hein. Bon, on avait un rêve, on rêvait de fonder une famille, hein. D'avoir des enfants, de tout ça, quoi. C'était important? Ah, c'était important, oui. Ben, on voulait reproduire le schéma de nos parents, quand même, hein. Il m'a envoyé la photo, fallait que j'envoie des photos. Et alors, et puis c'est comme ça que ça s'est... Et quand ils revenaient, ben, ils disaient à leurs copains, tiens, tu pourrais comment écrire à Thérèse, elle pourrait être bien correspondre avec toi. Et c'est comme ça que j'en ai eu plusieurs. Vous aviez un succès... Ah ben oui. Et vous leur disiez quoi pour qu'ils soient aussi enthousiastes? Ben, je racontais, j'étais gaie, peut-être, je sais pas, je leur donnais le moral. Il y en avait qui n'avaient pas le moral. Hein. Et ben, je disais, ben, ça ne peut leur faire que du bien d'avoir du courrier. Et ils attendaient. Hein. Si je répondais pas assez vite, alors t'as... Au départ, quand on s'écrivait, on attendait la réponse pour donner la suite. Alors qu'au bout d'1 mois, on s'écrivait tous les 3 jours. Sans attendre la réponse. Voilà. Après, on s'écrivait tous les 2 jours. Et au bout d'1 mois et demi, on s'écrivait tous les jours. C'est pour ça qu'il y a tant de lettres. Et vous deviez être contente de recevoir une réponse? Oh oui, ben oui, j'étais contente. Je lui ai envoyé ma photo. Là. C'est pour ça que des fois on recevait, comment dirais-je, avec le temps que ça mettait, on recevait 5-6 lettres d'un coup, parce que c'était bloqué, on ne recevait pas le courrier au jour le même. Alors donc là c'est pareil, hein, moi le courrier, il n'était pas envoyé, ils nous l'envoyaient par air, mais pour le faire descendre, il fallait qu'on descende à Galma tous les 15 jours au ravitaillement. Mon cher Guy, quittez plus tôt que je ne pensais de chez la coiffeuse, je m'empresse de répondre à votre charmante lettre de ce matin. Comme j'aimerais pouvoir dire toutes ces choses que vous écrivez, et dites sans doute si bien et qu'il est doux de lire en attendant de les entendre. Je vous promets que je serai avec vous pendant ces 34 méchants dimanches qui nous séparent encore. En ce moment, il pleut sans cesse à Vitry, et cela est triste après quelques beaux jours que nous avons eus. Dany, qui voudrait tant que vous la voyiez coiffée. Mes meilleures pensées. Vous entendiez parler comment de la guerre d'Algérie? Ben, assez peu. D'abord, on ne prononçait pas le nom de guerre, hein, bien sûr. C'était les événements d'Algérie. On n'était pas très au courant. Hein. Bon, à cette époque-là, d'abord... je pense que c'était assez filtré. Hein. Et puis, donc j'ai eu connaissance de certains événements justement par la correspondance. Moi, j'écoutais beaucoup la radio, les informations, savoir ce qui se passait et puis tout. Et vous vous souvenez, on est en quelle année là? Là, on était en 60, je crois. D'accord. Et à la radio, vous entendez quoi? Ah ben, les informations, c'était pas toujours gai, hein, sur la guerre. Par exemple? Ils donnaient combien il y avait de morts, ou ce qui se passait exactement là-bas. Et bon, ben moi, j'écoutais, j'aimais bien entendre les informations pour savoir ce qui se passait, quoi. C'est vrai qu'on avait quand même un peu peur, quoi. D'abord, bon, bah, pour ceux de notre famille, nos cousins, puis aussi pour ces garçons à qui on écrivait, quoi.
Parce qu'au début, on n'avait pas personne n'avait le sentiment que c'était une guerre. Non, non, on pensait que c'était une occupation. On n'appelait pas ça guerre. Non, il ne fallait pas appeler la guerre d'Algérie à ce moment-là. Fallait pas. Maintenant, si, ceux de la FNACA, ils parlent de la guerre d'Algérie. Mais à ce moment-là, on ne parlait pas de guerre vraiment d'Algérie. Ils étaient là-bas pour maintenir l'ordre, et puis en fait, c'était bien la guerre quand même. J'avais pris la décision surtout de ne pas participer du tout à la guerre d'Algérie dès le départ. Alors je me demandais comment faire. Bon, alors évidemment, dans ces cas-là, il y a ou désertion ou refus d'obéissance. Et j'ai choisi le refus d'obéissance parce que je voulais bien faire la différence, que je ne m'opposais pas à un service militaire pour défendre la France, mais je m'opposais à ce qu'on allait faire en Algérie, qui pour moi était une guerre coloniale et contre un peuple qui luttait pour son indépendance. Et là, dès le départ, je ne voulais pas y participer. Donc, moi, tant que j'avais pas d'armes et tout, moi, j'ai été jusqu'à Alger, je faisais pas la guerre. Et donc, arrivé à Alger, là, j'ai refusé le fusil. Et alors là, immédiatement, ils mettent tous les gars autour de moi, moi au milieu, les armes braquées sur moi, pour m'intimider, quoi. Et puis bon, après, ils m'embêtent pas jusqu'à l'arrivée à la caserne, où là, je suis immédiatement mis en prison régimentaire. Dès qu'il a pu nous dire où il était, on a lancé une campagne de cartes postales qu'on faisait partir de partout. Et on savait qu'à partir de là, d'une part, c'était pas normal de recevoir tant de courriers. Un, que sa position était connue au moment de son départ. Et deux, que si on faisait quelque chose à son égard, ce serait connu aussi. Depuis que François est revenu d'Algérie, ses lettres sont dans des cartons que nous avons déménagés d'appartement en appartement, de placard en placard. Et la personne qui travaille chez moi me dit toujours « Où dois-je mettre les lettres d'amour ?» Alors effectivement, ce sont des lettres d'amour, puisque nous étions jeunes mariés quand il est parti en Algérie. Enfin, on s'est même mariés durant le service militaire. Mais je crois aussi, moi j'avais envie de dire que c'est aussi des lettres d'amour entre la France et l'Algérie. Je pense que c'est une chose qu'on ne sait pas assez. C'est qu'il y a un lien très fort entre ces deux pays et que les Algériens, moi quand j'y suis allée, j'ai découvert des gens qui adoraient les Français et qui étaient très honorés que je vienne manger les gâteaux qu'ils avaient préparés avec tendresse et beaucoup d'amour justement pour me les offrir. Et là-bas, il faut en manger beaucoup pour faire plaisir à ses hôtes. Voilà, donc ça c'est des photos que... Vous êtes allé là-bas pour le rejoindre? Pour vivre là-bas, alors je vais vous montrer. Donc il était chef de SAS. Donc les SAS, vous saviez ce que c'était, vous? Donc, là, ça veut dire section administrative spéciale. Ça veut dire que c'était l'administration de la France en période de guerre en Algérie. Alors voilà, ils avaient regroupé les gens, ils sortaient de leur maison, ils les mettaient dans des espèces de baraques, de tentes. C'était pour empêcher, je pense, les contacts entre le FLN, enfin les rebelles, et la population. Alors voilà, il avait une petite équipe de militaires algériens et français, quoi. On a toujours un problème avec, est-ce qu'on les appelle des Français d'Algérie ou... Bon. J'étais pas femme de militaire, j'étais plutôt femme d'un civil habillé. C'est un militaire détaché dans une section administrative. Voilà. Et lui, il faisait pas du tout la guerre, quoi. La Jeep du chef de SAS. Joli, hein?
Alors ici, Lucien est sur un rocher au milieu d'un ruisseau et il fait sa lessive. Alors je suppose que ça se passait comme ça, quoi, hein, partout, enfin dans le djebel, comme ils appelaient ça. Et sentimentalement, entre vous et votre filleule? Alors rien du tout, c'était vraiment la camaraderie, absolument. De part et d'autre? Oui, absolument. D'ailleurs, j'avais mis les conditions. Moi. Ah. Je lui avais dit, bon, je veux bien vous écrire, mais en camarade, c'est tout. Voilà, donc, tout de suite, dans la première lettre? Je pense dans les premiers courriers, oui. Pourquoi vous avez mis ça? Parce que vous aviez entendu dire que quoi? Non, je ne voulais pas m'engager comme ça, moi. Non. Et quand vous avez vu la photo, vous n'avez pas été séduite au point de... Non. Mais quel bel homme. Si, d'ailleurs toutes, parce que moi j'avais vu les photos de leur correspondant aussi, puis bon... Vous compariez les photos? Oui, on comparait nos photos. Et vous aviez le plus beau? J'avais le plus beau. Et le plus sympa. J'avais toujours peur en leur répondant de les... Je voulais pas qu'ils prennent mes lettres pour des sentiments amoureux, quoi. Moi, c'était direct, je racontais ce qui se faisait ici, mais à part ça, non. Par contre, il y en a deux peut-être que j'étais un petit peu plus loin. Je me suis laissé prendre un petit peu au jeu. Comment? Comment? C'est difficile à dire, comment. Oui, quand on est jeune. Est-ce que vous avez été séduite par la manière dont il écrivait? Oui. Oui, En particulier? Rien de particulier, mais il avait des tournures de phrases. C'était quand même, on va dire, un intellectuel. Bon, donc il avait une façon de s'exprimer qui était assez séduisante, oui, bien sûr. Il me semble qu'on s'est déjà vu depuis longtemps, par lettres. Hein. On s'écrit, on dit ce qu'on pense et tout. Les mots, ça a rendu une relation plus... étroite. Plus étroite. Vous le pensez? Oui. Oui, parce qu'on avait besoin de chaleur aussi bien l'un que l'autre pour nous réconforter, pour... Oui. Les lettres, ça remettait un peu de courage, ça faisait du bien au cœur, quand même. Oui. Des petits colis aussi, voilà. T'avais même envoyé une médaille avec une chaîne en argent. Une médaille de quoi? Médaille de la Vierge. Pour le protéger? Oui. Hein, Daniel? Vous la gardiez sur vous? Ouais. C'est surtout mon courrier que j'ai, moi, là. Hein. Le 31 mai, par exemple, c'était « Cher Raymond, cher Raymond, cher Raymond ». Alors, cher Raymond, pendant un moment, toujours cher Raymond. Cher petit Raymond. Ça, c'était le 21 juin. Ça change déjà. Cher petit parachutiste, mon cher petit ami Raymond. Vous voyez, ça change tout le temps. Cher petit Raymond. Mon cher petit homme adoré, donc ça change encore. Mon cher petit Raymond adoré. Alors, mon petit homme adoré, c'est du 7 août. Mon cher Guy, sur votre lettre du 16, vous voilà comme moi qui attendez le courrier. Que se passe-t-il? Oui, c'est avec beaucoup d'impatience que j'attends votre courrier et davantage encore, car il faut que j'attende le soir pour en prendre connaissance. Pour moi, mon pauvre Guy, le temps me semble long et toutes ces choses si charmantes, si agréables à lire, je les imagine. En attendant, je vais cependant vous quitter. Mes pensées puissent-elles vous protéger en étant souvent auprès de vous, mon pauvre Guy? Bonsoir, avec mes meilleurs baisers. Je vivais au rythme des lettres que je recevais, et comme Yolande m'en écrivait beaucoup, c'est sûr que c'est ça qui me rapprochait de plus en plus d'elle. Et moi, je sentais que je l'aimais déjà à ce moment-là, mais bon, le dire, c'était difficile. Donc, j'en avais pas parlé.
Et alors, justement, quand je suis sorti de l'isolement, alors il nous est arrivé quelque chose qui a obligé à aller plus loin. Alors, je suis enfin sorti du régime d'isolement et je me rapproche de ma libération. Je suis au 2e étage et je peux voir le soleil se lever. Alors, j'avais changé de prison, j'étais au Baumette, là. Ici, nouveau règlement. Alors qu'à la prison de Carcassonne, j'avais le droit d'écrire régulièrement à Yolande, considérée comme correspondante de guerre, à la prison des Baumettes, on ne peut écrire qu'à sa fiancée ou à sa femme. Donc, voilà. Il faut se fiancer. Il faut se fiancer, et comme on ne pouvait pas se marier immédiatement, il faut se fiancer d'abord. Et donc, c'est là que je décide de lui écrire une lettre en lui demandant d'être ma fiancée. Mais nous sommes fiancés. Moi, j'avais une vie quand même assez trépidante, des copains, des copines. C'était pas... Je me posais pas la question. Mais là, je me suis dit, si je dis non, je vais plus avoir ce courrier, je vais plus avoir tout ça. Il y avait lui à qui je supprimais, je savais qu'il allait continuer, qu'il allait sortir, que s'il le fallait, il refuserait à nouveau. Mais je savais qu'il avait besoin de ce courrier, mais je me disais, moi aussi, comment je vais faire si j'ai plus cette correspondance à laquelle je me suis attachée, ces échanges, etc. Et je crois qu'à partir de là, il fallait se lancer. C'est l'amour qui redonne de l'énergie au combat pour faire des phrases. Peut-être. C'est énorme. Peut-être, non, mais je crois qu'à partir de là, il fallait se lancer. Hein, il n'y avait pas d'hésitation à avoir. Des fois, je faisais des dessins dessus. Ah oui, tiens, regarde. J'ai fait un cœur là-dessus. Faites voir le cœur. Et une pensée. À toi, je pense. À toi, mon amour. Je pense à toi, mon amour. Ouais. Vous nous la lisez? Oui, je veux bien. Je sais pas si je pourrais lire. Ben, on essaye. Si j'y arrive pas, je vais la lire. Je m'empresse de faire réponse à tes 2 lettres si gentilles que je viens de recevoir. Je vois, mon amour, que tu vas bien et cela me fait plaisir, car tu es toute ma joie. J'espère, mon chéri, que tu auras reçu un petit colis que je t'ai envoyé. Si toutefois tu n'avais rien reçu, tu me le dirais dans ta prochaine lettre. Mon chéri, je te mets une photo de moi. Remarque, je trouve que je fais très gamine. J'essayais de lutter car je ne pouvais pas m'imaginer que l'on puisse s'aimer par correspondance sans se connaître. Mais maintenant, j'en conviens. J'ai parlé à cœur ouvert et je suis heureuse que de l'autre côté de la mer Méditerranée, il y a un cœur qui ait compris le mien et qui bat au rythme du mien. Tu m'as montré dans tes lettres que tu étais bon, volontaire, sensible, la douceur même, et pour moi, seule une âme qui a souffert peut être si douce. Maintenant, l'étoile a changé, tu as droit au bonheur et j'espère te l'apporter. Je voudrais tant être près de toi et caresser ton petit front pour lui dire combien j'ai confiance en lui et combien le bonheur qu'il m'a apporté est grand. Voilà. Vous savez tout. C'est drôle, hein. Maintenant, à 70 ans, passé même, quand je relis tout ça, mais je me dis, mais c'est pas possible que j'ai pu écrire tout ça. Alors que sur le moment, c'était naturel, hein.
sur les lettres qu'il m'envoyait, je ne savais pas tout. Je ne racontais pas à mes parents ce que je te racontais. Par exemple? Les attentats, des trucs comme ça qui étaient pas... qui étaient tristes, quoi. Ils étaient sur leur comment on disait, Alftrak, et puis qu'ils faisaient l'attentat, il y avait un attentat, et puis on racontait des petits trucs comme ça, mais pas tout. Hein. C'était censuré, je pense. Il n'y avait pas le droit, peut-être. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que depuis, j'ai su les choses affreuses qui s'est passées. Oh, affreuses. Il me semble qu'il m'avait dit qu'ils avaient été cernés quand même. Leur camp avait été cerné. Mais sans plus, il ne me donnait pas de détails. Alors, je pensais justement aux lettres qui étaient censurées parce que moi, je vois mon beau-père, il était prisonnier en Allemagne et on a beaucoup de courriers qui étaient censurés. Et j'avais un petit peu peur que ce soit ça, quoi. Mais non, ils n'avaient pas envie de parler de ça, quoi. C'était une autocensure, ils se censuraient. Je pense. Pourquoi? Je sais pas. Une fois, il m'a expliqué qu'il était en train de m'écrire. Il était comme ça en opération et il y avait donc des félagas qui étaient sur les pitons en train de les tirer dessus. Et la balle, il était adossé à un arbre, il écrivait sur la valise et la balle, elle atterrit au-dessus de sa tête dans l'arbre. Ben ça, quand il m'a écrit, je sentais il y avait quelque chose quand même. Il l'a écrit dans la lettre? Il me l'a écrit, il m'a dit, tu te rends compte un peu de plus, il dit, elle me passait dans la tête, c'était moi qui partais. Ça, vous l'avez lu dans la lettre qu'il vous a envoyée à ce moment-là? Oui, parce que c'était sur le vif du sujet, et bon, ben là, il n'a pas pu faire autrement, il me l'a dit tellement ça avait dû le marquer, puisqu'il était en train de m'écrire. Et dans le style, dans les phrases, vous disiez plus heurté, plus violent? Oui. C'est comment? Ce sont des phrases courtes? Des phrases courtes avec des mots plus ardus. Les mots, par exemple, pour dire la même chose, on a des mots doux, on arrive à envelopper, tandis que lui, c'était du tac-tac, on sentait qu'il fallait que ça sorte. Les visages ont changé. La population contemple, observe froidement, s'ouvre moins encore, retient sourire et conversation. On a l'impression d'être des occupants. C'est la première fois qu'il a cette impression, le 31 juillet 61. Non, c'est l'autre. Voilà. Donc juste, je vous dis, après le putsch, hein, quand la situation se dégradait vraiment. J'ai appris ce soir, ça c'est intéressant, j'ai appris ce soir que M. Khalef Ali, donc un musulman, avait été tué par les rebelles après avoir été enlevé. Il paraît que le motif serait trop d'amabilité à l'égard de la SAS. Donc la SAS que dirigeait mon mari. En faisant un travail positif, ça se retourne contre les personnes qui suivent. C'est cruel. Ouais. Bah oui, c'est pour une manière de prendre le pouvoir aussi. Si tu pactises avec l'ennemi, on te tue. Hein. Noël en Algérie. Ceux qui sont à la pointe du combat ont vécu cette soirée avec gravité. Qu'ils sachent que le cœur de la nation est sans cesse avec eux. Qu'ils soient persuadés que l'armée tout entière travaille en premier lieu pour eux, pour l'Algérie, et pour faire face à tous les dangers d'un monde à la recherche de son équilibre. Le général de Gaulle l'a dit, un pays doit être capable d'envisager toutes les hypothèses qui peuvent concerner son destin, y compris celle de la guerre. Il faut que notre force soit faite pour agir, où que ce soit sur la terre. Mais si l'armée doit disposer d'armes modernes, il faut se rappeler que le matériel n'est rien sans l'homme. L'homme, avec sa conviction, sa foi nationale, son énergie, sa conscience, son courage et souvent son héroïsme. L'homme, en dernier ressort, l'arme suprême. Comment on vit en France à ce moment-là? C'est les 30 Glorieuses, il y a des nouveaux produits. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme nouveaux produits surgir? C'est incroyable. Oui, quand je suis rentrée de Cherchel la première fois, je suis revenue, donc j'étais en septembre, je suis revenue
enfin, c'était en pleine période des fêtes. Donc, si vous voulez, les Champs-Élysées étaient illuminés. Il y avait des produits, des cochons. Vraiment, c'était l'opulence, si vous voulez, dans les magasins. Et ça, pendant 3-4 jours, là, j'ai eu un peu mal au cœur, quoi. Ça, j'ai pas trouvé ça agréable. Oui, c'est choquant quand on arrive de là-bas. On voulait du modernisme, hein, ne serait-ce que les sanitaires, les salles de bain, tout ça. Et la machine à laver. C'était ça que... Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la machine à laver. Ah ben plutôt, parce que moi j'ai vu ma mère et j'ai aidé ma mère à laver le linge dans le jardin, au baquet. Hein. Ça a changé la vie de la femme. Ah ben absolument. Moi ça a été mon premier achat quand j'ai eu un appartement au Havre, une machine à laver. Au pavillon de la France, de nombreux marchés ont été passés pour l'étranger, notamment machines, parfums et mode, attestant la vitalité de notre commerce extérieur. Une firme franco-germano-italienne présente des modèles de haute couture, qualité et bon goût, et vivant exemple de coopération européenne. Dans le domaine des nouveautés, une nouvelle matière plastique incassable et imitant à s'y méprendre le cristal. Rasoir rotatif sans prise de courant, se lançant comme une toupie. Piano, accouplé avec magnétophone, radio, micro et haut-parleur. Et le piano portatif électronique. L'homme à qui vous avez écrit pendant 1 an. Oui, tout de suite. Et devant vous. Oui, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis, oh là là, il est pas si mal, brun aux yeux bleus. Tout de suite, c'est le physique là qui a parlé. C'est le physique. Et pour lui, ça a été la même chose, parce que quand il m'a vu, on s'est dit bonjour, et puis il me dit, tu veux pas tourner, que je regarde comment tu es? Et il m'a fait tourner sur moi-même. Et ça, je crois que je m'en rappellerai toujours, sur le quai de la gare. Alors il m'a regardé, puis il m'a dit, bon ben ça va, maintenant on peut aller voir ta mère. Il est gonflé. Ah, il était gonflé, oui. Il était gonflé, oui. Quand je suis allée l'attendre à la gare, il n'était pas du même côté de la route que moi. Lui descendait d'un côté et moi je remontais de l'autre. Et on s'est croisés comme ça. À un moment donné, j'ai traversé, je dirais, bah mince, on dirait que c'est Daniel. Allez hop, j'ai traversé la route et puis c'était lui. Comment vous l'avez trouvé par rapport aux photos, Ça m'a pas déplu, au contraire. J'ai bien vu que c'était lui par rapport aux photos qu'il m'a envoyées. On s'est bien reconnu tout de suite. C'était ressemblant. Oui, il était ressemblant. On est un peu mal à l'aise, en fait, de se trouver face à une personne que l'on connaît quand même déjà bien, mais oui, un petit peu mal à l'aise, un peu gêné, un peu... Bah, peut-être justement du fait d'être très proche, de se voir réellement, alors que bah, peut-être qu'on s'est imaginé autrement. Il y avait des silences gênés? Oui, sans doute, oui. Vous le sentiez amoureux de vous? Ah oui, oui. Au bord de la Loire? Oh, bah, je ne sais pas forcément au bord de la Loire, mais oui, je pense qu'il était... Vous aviez l'impression que ça s'arrêterait pas là? Oui, j'avais un peu... Oui, je pensais un peu, oui, effectivement. Alors que physiquement, c'était quelqu'un qui n'était pas votre type d'homme? Oui, on peut dire ça, oui. C'est embêtant? Embêtant, c'était pas le coup de foudre. Voilà, tout simplement. C'était pas le coup de foudre? C'était pas le coup de foudre. Oui. Libération 19 septembre, mariage 25 octobre avec 2 semaines de congé, et puis en novembre ou début décembre,
je crois que c'est fin novembre ou début décembre, je vais à Barcelonnette passer 2 semaines. C'est vrai, Alban, nous sommes très riches, riches d'espoir, riches de bonheur, riches de courage. Ceux qui n'ont qu'une chose se limitent à cette fortune, et nous qui n'avons rien, nous sommes riches de tout. C'est vrai, notre trésor, c'est pour moi ton cœur qui bat, et pour toi, c'est le mien. Nos pierres précieuses, ce sont pour moi tes yeux, pour toi les miens. Tes yeux. Je revois cette petite frange irrégulière, des teintes mi-marron, mi-rousse autour de la pupille, et plus que tes yeux, peut-être, j'aime ton regard. Je les revois si bien, tes yeux, quand, dans le petit bois, tu m'as dit « J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ». Ils disent bien que c'était une nouvelle importante. Ils disaient bien que c'était une nouvelle importante, et en même temps, ton regard était une caresse d'une infinie douceur. Voilà. Je lui ai écrit que j'avais rencontré quelqu'un, et puis qu'on allait se marier. Et quelque temps après, lui-même m'a écrit en me disant qu'il avait rencontré sa future femme. Et après, vous ne vous écrivez plus? Non, je lui ai envoyé un faire-part pour mon mariage. Il m'a envoyé une petite carte de félicitations, et lui-même s'est marié l'année après. Et ça a été votre dernier courrier? Et ça a été le dernier courrier. Et après, silence. Silence. Voilà. Opération de contrôle dans le Djebel Sidi Mohamed, région d'accès difficile où pendant plusieurs jours des unités de toutes armes ont fouillé grottes et forêts. Cette opération nous a permis de débarrasser cette zone des bandes rebelles qui l'infestaient. Les contrôles effectués sur les nombreux suspects arrêtés ont permis en particulier de mettre la main sur plusieurs chefs rebelles. Tous ces garçons qui sont partis là-bas, je vais dire, ont pris un coup de vieux, quoi. Hein, en peu de temps. Oui, ils ont eu certainement beaucoup de mal à reprendre une vie normale, à redevenir des jeunes hommes, quoi. Parce que c'est quand même, bon, ceux qui sont partis à 21 ans, c'est jeune, hein. Il a été beaucoup marqué par ce copain qui a sauté devant lui. Enfin, c'était triste, forcément. Il racontait souvent cette histoire-là? Ah oui, ça l'a beaucoup marqué. Hein. Ah oui, 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 parce que il se reprochait, alors que, je vous dis, il n'y était pour rien. Et je lui ai dit, écoute, c'était lui, c'était pas toi. Ça, c'était le destin, puis il n'y avait rien à faire. C'était pas de sa faute, quoi. Et vous pensez qu'il a vécu des choses difficiles? Je pense. Ah bah oui. Ah bah je le sentais dans son courrier. Hein. À quoi? Vous vous souvenez d'un moment Je pense déjà quand il m'avait dit là, que leur camp avait été cerné, je pense qu'ils ont eu la peur de leur vie là. Hein. Je pense. Parce que maintenant que j'entends les anciens d'Algérie, parce qu'il y a quand même la FNACA, elle existe. Hein, j'ai des cousins dans la FNACA. Ils en parlent de ça, justement, qu'ils ont eu peur de laisser leur peau. Ils ont vu la mort. Ils ont vu la mort. Ils ont vu la mort. À 20 ans. Il y en a d'autres qui l'ont donné. J'ai un ami qui l'a donné, la mort. Il dit c'était lui ou moi. Bon. Ce qu'ils ont fait autrement, on ne sait pas. Hein. Il y a des choses qu'ils ne diront pas. Et des choses qu'ils faisaient douloureuses, si ils vous en parlaient? Oui, bien sûr. Par exemple? Par exemple, un jour, il était en jeep et il avait en garde pour une nuit un prisonnier qui l'a fait dormir sous sa jeep, puis qui n'arrêtait pas de geindre toute la nuit, donc il l'a calmé à coups de pied, il l'a tué. Par exemple. Et ça y est toujours resté. Ça, c'est une chose qu'il m'a raconté quand il est venu en Perm. Et ça vous a fait quoi? Quel effet quand il vous a raconté ça?
Ben, moi, ça m'a fait comme effet, c'est que je me suis dit que de toute façon, ils n'étaient pas maîtres de leurs gestes. Bon, d'une façon, ils obéissaient déjà aveuglément aux demandes, sans chercher ni à savoir, ni pourquoi, ni le comment, quoi. Et en plus, je pense qu'il devait pas être lui-même pour faire une chose comme ça. Parce que mon mari, c'était un homme qui était très doux. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Il voyait une araignée là, il voulait pas la tuer, il la prenait dans sa main, il la mettait dehors. Et il était arrivé à faire des choses comme ça. Et pendant la permission, vous n'avez pas essayé de lui dire ou de déserter, ou d'arrêter, ou de ne pas suivre les ordres De déserter, non, je lui ai pas dit, parce que je savais que la désertion, c'était quand même puni, d'une part, et je sais que quand ne pas obéir aux ordres, voilà. Vous en avez parlé il me disait que c'était impossible, qu'il pouvait pas. Qu'il était obligé, sinon c'était le trou, ils appelaient ça le trou, là. Enfin, oui, il avait des... Donc il disait qu'il pouvait pas. Hein. Et rien que quand il est venu en permission, il n'a pas voulu repartir. Et 2 jours après, les gendarmes sont venus le chercher à domicile. Ah, il voulait pas partir. Ah non, il voulait pas. Non, il voulait pas retourner. Non. Mais il a bien été obligé, hein, de toute façon. Oui, oui. Qu'est-ce que ça fait d'écouter l'homme qu'on aime et qu'on a rencontré dans des circonstances comme ça raconter des scènes aussi horribles auxquelles il se sent obligé de participer et sans pouvoir reculer? On l'aime comment? C'est-à-dire, il y a plein de choses, il y a plein de sentiments qui se mêlent à ce moment-là, parce que, d'une part, on a peur pour lui, d'autre part, on se dit, mais c'est pas possible qu'il ait amené à faire des choses pareilles. Troisièmement, lui-même qui avait des sentiments assez, disons, fleur bleue, on sentait qu'il était mal dans sa peau, et même quand il a été libéré, pendant 1 an, il a été très mal dans sa peau. On n'a pas l'impression d'aimer le monstre qui est dans l'homme qu'on aime? Non. Ça fait pas peur? Non, parce que en fin de compte, on apprend avant par les lettres, on apprend déjà à savoir comment il est. Je savais que c'était un homme doux, que s'il faisait ça, que c'était pas de sa faute. On le ressent ça dans les lettres. Donc ça ne correspondait pas du tout à l'image qu'on s'en fait avant. Vous avez découvert la guerre d'Algérie au travers de cet homme. Oui. Et je l'ai découverte beaucoup plus après, hein, lorsque j'ai vécu avec lui, que durant vraiment la guerre d'Algérie. Parce que j'ai pris conscience de tout ce qui se passait là-bas. À partir de quel premier événement? Je ne peux pas dire s'il y a eu un événement particulier. Mais le fait de vivre avec lui, justement, comme je vous disais, ses insomnies, ses angoisses, tout ça, j'ai participé, quoi. Il revivait cette guerre? Ah oui. Et vous la reviviez avec lui? Oui, enfin, dans la mesure où je pouvais y comprendre quelque chose, parce que, Il souffrait? Ah oui. Et vous arriviez à... Quel rôle jouait la parole entre vous deux? Mais il n'en parlait pas trop, parce que, là encore, je pense que, comme beaucoup, il gardait ça pour lui, et peut-être parce que, justement, il était angoissé, alors... peut-être que ça le bloquait au niveau de la parole. On sent quand on dort et qu'on a quelqu'un d'agité à côté de soi. Hein, il avait des soubresauts, il se tournait tout le temps, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc ça me réveillait. Et à ce moment-là, il commençait à me parler. Oui, je ne peux pas dormir parce qu'il y a ça qui me revient, il y a ça qui me revient. Par exemple, ces histoires de ferme où il faisait irruption dans les troupeaux, c'est tout ça qui lui revenait. Tout ce qu'il n'avait pas pu m'écrire par le fait. C'est un cauchemar éveillé. C'est un cauchemar éveillé, voilà. Mais c'est dur de vivre... on avait 50 ans de mariage quand même, hein, puisqu'il est mort 6 mois avant les noces d'or. Eh bien, c'est dur de vivre 50 ans de mariage comme ça. Hein.
C'est dur, hein? Ouais. Parce qu'en fin de compte, on essaye d'aller ailleurs, de faire autre chose, mais la vie, il y a toujours un moment de la vie où ça vous ramène à votre passé. Bon, ben, c'est tout. 35 ans après, Oui. qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un monsieur qui est venu, qui a demandé chez la fleuriste, là, s'il connaissait Thérèse Salmon. Ben, il dit oui, Madame Salmon, elle fait des crêpes. C'était là-bas, puis il est venu. Je ne le reconnaissais pas, hein. Et il se tournait dans tous les sens. J'ai dit non, je ne connais pas, j'avais eu des photos, c'est tout. Ben, il m'a nommé. Ben, je dis ça, c'est pas mal, hein. J'ai dit, j'ai du courrier, hein, tout ton courrier là, hein, que je lui ai dit. Il a regardé, il dit c'est pas possible, c'est pas possible. Ben, je dis si, je l'ai tout gardé là. Alors, je donnerais je sais pas combien pour l'avoir. Tout, c'était mon journal. Le journal de tous les jours, il racontait ce qu'il faisait. Il y avait eu un attentat dans une rue et il a vu tous ses collègues qui ont été tués, tout ça. Alors là, ça l'avait... Il est venu vous le raconter? Non, sur un courrier. Sur un courrier. Et après, ben, il me l'a raconté. Et lui, il se souvenait pas. Il a eu un moment de vide, je crois, dans sa tête, où il ne se souvenait plus. Et c'est d'après le courrier que j'avais reçu qu'il voyait dire « Oh, mais c'est vrai, je ne me souvenais plus de ça. » Vous étiez avec lui à ce moment-là? Ah ben oui, parce qu'ils sont venus me voir. Et j'ai montré le courrier. Et quand il a lu ça? Quand il a lu ça, il dit « Oh, mais c'est vrai. » Elle me dit « Mais il n'y a que toi. » J'ai jamais dit à ma mère, j'ai jamais dit à personne, j'ai jamais raconté tout ça. Il n'y a qu'avec toi que je pouvais raconter ça. Il voulait les payer, ces lettres. Tout son courrier. Mais vous lui avez donné? Alors, pas ce jour-là. Je n'ai pas donné ce jour-là. J'ai donné... j'étais lui les porter parce que... à Landerneau. Pourquoi pas ce jour-là? Pourquoi pas ce jour-là? Parce que mon mari était là. C'est embarrassant comme situation. Oui, c'est embarrassant comme situation. Et je ne savais pas si mon mari avait fouillé dans cette boîte en fer, là, ou pas. Ou... C'était des lettres d'amour? Ben oui, c'était des lettres d'amour. C'est gênant. On a un filleul, un autre. Vous vous rappelez les noms? Eh ben, c'est Jean-Claude. Faut bien savoir, parce que je n'ai pas marqué derrière. Jean-Claude, oui, Jean-Claude Rupert, ça. C'est Rupert. Comment il commence, lui? Ah, je sais pas. Chère Thérèse. Chère Thérèse. Vous pouvez nous lire le début, peut-être? J'ai très bien reçu ta lettre ce dimanche soir, qui, permet-moi de te le dire, m'a fait grand plaisir. Le fait de recevoir quelques nouvelles d'une Bretonne relève toujours le moral. Surtout quand on vient d'effectuer 24 heures de marche dans le Djebel. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas de nouvelles des autres filleuls. Je sais pas s'ils sont devenus... Est-ce qu'ils sont peut-être décédés C'est ça qui me... Il me manque quelque chose, quoi. De savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Voilà. Et voilà la boîte. Voilà, on la ferme. Et on n'en parle plus.